Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. La science explicative, une voie vers la FRATERNITE. Quelle conception de Dieu pouvons-nous avoir à travers les seules avancées de la science? L'art, la philosophie et toutes les sciences humaines honorent la condition humaine. Mais pourquoi diable faut-il qu'un écrivain, qu'un poète, qu'un homme politique soit parfois aussi ignorant en matière scientifique qu'un sorcier d'une tribu oubliée dans la forêt vierge ou qu'un gourou religieux intégriste? Georges Charpak, Henri Bror. Le ciel, domaine des espaces et des temps très grands. Pour l'homme, la Terre a été pendant très longtemps le centre du monde et la vision du ciel étoilé, quoique sans doute très troublante, a été ressentie par lui comme une voûte, certes lointaine et difficilement accessible, mais de forme simple. Par exemple, les anciens Chinois pensaient que le ciel était un disque plat, pivotant autour d'un axe planté sur la Chine située au centre d'une terre carrée et également plate. Pour les Grecs, c'était une grande sphère en rotation sur un axe, au centre de laquelle reposait la terre. Pour les Égyptiens, il possédait deux yeux. Le soleil était l'œil droit et la lune le gauche. La première faille dans ces visions simplistes date de 1543, quand le chanoine polonais Nicolas Copernic montre que la Terre tourne autour du soleil. Mais ce n'est vraiment qu'au début du XXe siècle, quand l'astronome américain Arlo Shapley découvre que le Soleil n'est qu'une simple étoile parmi toutes les autres de notre galaxie, que l'on commence à prendre vraiment conscience de la profondeur et de l'immensité de notre univers. Enfin, c'est seulement en 1929 qu'Edwin Hubble montre que le cosmos ne se limite pas à cette galaxie mais que d'autres plus éloignées existent et que la vaste majorité d'entre elles fuit la nôtre. La compréhension de notre univers est donc très récente. On sait maintenant que notre Soleil dont la Terre est un satellite, au même titre que Mars ou Jupiter par exemple, n'est que l'une des milliards d'étoiles de notre galaxie. Cette dernière a une forme ellipsoïdale aplatie, et puisque nous sommes inclus dans cette sorte de galette plate, nous n'en apercevons dans le ciel par les nuits claires que la tranche, la bande où les étoiles sont beaucoup plus nombreuses et que l'on a appelée la Voie lactée. Le diamètre moyen de cette galaxie est d'environ 80 000 années-lumière. Précisons qu'une année-lumière est la distance que parcourt la lumière en une année à la vitesse de 300 000 km à la seconde, km/s, soit environ 10 000 milliards de kilomètres, ce que l'on écrit 1013, 10 puissance 13, soit le chiffre 1 suivi de 13 zéros. Précisons également que les astronomes utilisent aussi une unité de distance environ 3 fois plus grande, le parsec P, qui vaut donc environ 30 000 milliards de kilomètres. On pourra trouver une définition rigoureuse du parsec dans le livre de Gilles Cohen-Tanucci et Michel Spiro, La matière espace-temps. Visitons d'abord rapidement notre système solaire. L'exploration a été réalisée à l'aide d'une série de sondes spatiales lancées de la Terre, et dont les noms vous sont certainement familiers. Voyager 1 et 2 lancés en 1977, Pioneer 10 et 11 lancés en 1971 et 1973 et la sonde Cassini-Huygens lancée spécialement pour l'exploration de Saturne en 1997. La distance au Soleil de sa planète la plus proche, Mercure, est de 57 millions de kilomètres. Puis on trouve successivement Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton et Sedna à respectivement 108, 150, 228, 778, 1427, 2869, 4490, 5966 et 13 500 millions de kilomètres. Notons que la dernière planète, provisoirement appelée Sedna, n'a été découverte que récemment, en novembre 2003. Afin de nous faire une première idée de l'énormité de ces distances, donnons l'exemple du périple de la sonde Cassini-Huygens. Après un voyage de 3,5 milliards de kilomètres, en tenant compte du fait que sa trajectoire n'est pas rectiligne mais elliptique, 7 ans après son lancement le 15 octobre 1997, la sonde est arrivée au terme de son voyage le 1er juillet 2004. Puis, durant 4 années elle doit étudier la surface de Saturne, ses anneaux et 7 de ses 31 lunes dont la plus grosse, Titan. La vitesse moyenne de cette sonde peut donc être estimée à environ 60 000 km/h. Quant aux sondes Voyager 1 et 2, elles sont en voie de dépasser tout juste les frontières du système solaire. Il leur a fallu 30 ans pour y parvenir. Elles se dirigent maintenant vers d'autres étoiles, en direction du centre de notre galaxie. Elles continuent d'émettre, pour d'éventuelles lointaines intelligences,
le message que les terriens ont préparé pour elles. En 2030, leur éloignement de la Terre sera tel que nous perdrons définitivement le contact radio avec elles, mais on peut espérer que leur message continuera encore longtemps à être diffusé. Que trouve-t-on après avoir quitté notre système solaire ? L'étoile la plus proche de la nôtre, c'est-à-dire de notre Soleil, est Proxima du Centaure, qui se trouve à seulement 43 000 milliards de kilomètres. À la vitesse de progression des sondes précédentes, il faudrait compter environ 80 000 ans pour l'atteindre. En ce qui concerne Voyager 1, compte tenu de sa trajectoire, on peut estimer qu'elle atteindrait, à peu près dans le même temps, une étoile située dans la constellation de la Girafe. Mais dans un avenir si lointain, il nous sera bien sûr impossible d'en faire le constat. Chacune de ces autres étoiles lointaines possède, comme la nôtre, un certain nombre de planètes en orbite et les astronomes commencent à les répertorier. On en connaît déjà plus d'une centaine. L'espoir est de trouver un jour sur l'une d'elles des conditions propres au développement de la vie, c'est-à-dire principalement de l'eau. Ainsi, en août 2001, une équipe d'astronomes américains a découvert, autour de l'un des soleils de la Grande Ourse, 47 Ursae, un système solaire plus jeune que le nôtre de quelques 100 millions d'années, formé de plusieurs planètes gazeuses. Et autour de l'une d'elles, se situerait un satellite possédant des conditions physico-chimiques voisines de celles de la Terre. On imagine que s'il faut 80 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche de la nôtre, l'exploration complète de notre galaxie tout entière, tant en distance parcourue qu'en temps nécessaire, devient une impossibilité à notre échelle humaine, à moins que l'homme n'acquiert dans le futur une très grande longévité. Il faudrait en effet, pour aller d'une extrémité à l'autre de notre galaxie, parcourir 800 millions de milliards de kilomètres, soit 8,1017 km, et le temps nécessaire, à la vitesse de 60 000 km/h, serait de 1,6 milliard d'années. Et à supposer que l'on puisse aller un jour à une vitesse aussi grande que celle de lumière, vitesse indépassable comme nous le verrons par la suite, ce temps serait encore de 80 000 ans. Quant aux 500 milliards d'étoiles à explorer avec leurs satellites dans notre galaxie, je vous laisse le soin d'en rêver. On peut donc déjà se faire une idée de l'énormité des distances et des temps qu'il faut envisager pour faire une petite visite dans notre seule galaxie. Mais beaucoup d'entre nous savent bien que le voyage dans l'espace et dans le temps ne fait que commencer. En effet, au-delà de notre galaxie, on estime qu'il y en a plus de 1000 milliards d'autres dans l'univers, la distance des plus lointaines observables étant évaluée à 13 milliards d'années-lumière, soit environ 1023 km. Notons tout de suite que cette distance, qui peut s'écrire 1028 en centimètres, représente ce que l'on a appelé l'échelle cosmologique, échelle indépassable semble-t-il, dont nous discuterons plus loin. Il est cependant déjà instructif de jeter un coup d'œil sur la figure 1, qui montre les différentes échelles caractérisant les structures de notre univers. Le passage d'un trait au suivant correspond à un grossissement d'un facteur 10. En partant de l'échelle humaine qui, comme chacun sait, est de l'ordre du mètre, sont indiquées vers le bas, au fur et à mesure de l'augmentation du grossissement, les différentes échelles relatives aux rayons de la Terre, à celui du Soleil, à celui du système solaire, à celui de notre galaxie et enfin à celui du gigantesque ensemble de toutes les galaxies. Notre univers est donc immense, et l'homme ne pourra jamais en explorer qu'une infime partie. On comprend bien maintenant l'affirmation de Claude Allègre, quand il écrit que la science ne dira jamais ce que signifie l'infini dans les coordonnées d'espace. Nous touchons là un des aspects de la science auquel on porte généralement peu d'attention, et que nous avons qualifié de limitatif. La science explique bien des choses et en expliquera encore beaucoup, mais elle est aussi capable de tracer les limites de notre connaissance et d'en donner les raisons. Cette immensité de l'espace difficile à concevoir ne pourra jamais que faire l'objet d'hypothèses sur ses limites ou son absence de limites. En vous rappelant les chiffres qui viennent d'être précisés, vous pourrez maintenant, en toute connaissance de cause, vous interroger en regardant un soir d'été le ciel infiniment étoilé, et vous demander comment a bien pu se créer et s'organiser une telle immensité et ce qu'il peut y avoir au-delà de ce que l'on ne pourra jamais observer. Cet univers est en expansion, les galaxies s'éloignant de plus en plus les unes des autres. C'est l'Américain Edwin Hubble, précédemment cité, qui a observé ce fait pour la première fois en 1929. Mais ce n'est qu'en 1965 que fut mis en évidence par hasard
un rayonnement fossile nous parvenant aujourd'hui, considérablement refroidi par l'énorme distance parcourue jusqu'à nous. C'est ainsi que l'on sait maintenant que la matière qui constitue les galaxies était rassemblée, il y a 12 milliards d'années. Par la suite, différentes mesures ont permis de préciser ce chiffre avec une marge d'erreur de 10% et le début de l'expansion a été appelé le Big Bang. Figure 1. ECHELLE-DECHELLES. Le passage d'un trait au suivant correspond à un grossissement d'un facteur 10. Depuis l'échelle de Planck jusqu'à l'échelle cosmologique, le rapport est de l'ordre de 10-60. Mais saura-t-on un jour ce qui s'est passé avant ? Et puis, cette expansion va-t-elle continuer indéfiniment, comme Reinald Pain a tenté de le montrer dans un article de La Recherche ? Ou bien cette expansion s'arrêtera-t-elle dans quelques 60 milliards d'années pour s'inverser en une contraction qui devrait finir par rassembler à nouveau toute la matière stellaire au moment d'un Big Crunch ? Comme ne l'excluent pas d'autres astrophysiciens comme Jean-Pierre Luminet ? Collectif d'auteurs dirigé par Lecoll François et Meyer-Roudet-Hélène, du Big Bang à demain, l'univers, la Terre et l'homme. L'évolution de l'univers dans ce dernier cas serait une succession d'expansions et de contractions de 120 milliards d'années de durée. La figure 2 permet de préciser l'histoire de l'expansion dans laquelle nous vivons depuis le Big Bang. Il est fondamental ici de bien comprendre comment a pu être établie cette figure. La partie claire résulte de l'observation directe du rayonnement lumineux fossile, capté aujourd'hui dans la gamme des micro-ondes par le satellite américain COBE. En dessous de la limite des 300 000 ans, l'univers était opaque, c'est-à-dire n'émettait aucune radiation. Cette limite est en quelque sorte le fiat lux et la lumière fut. La question se pose alors de savoir comment a été déterminée la partie grisée située, avant cette limite dans le temps. Remarquons tout d'abord que toute cette durée ne représente que 300 000 ans, ce qui ne remet pas en cause l'âge de 12 milliards d'années du Big Bang, compte tenu des 10% de marge d'erreur. Remarquons par ailleurs que la figure est extrêmement dilatée vers le bas. En fait, ce sont d'abord les physiciens des particules élémentaires qui ont réussi à reconstituer en laboratoire les conditions probables d'évolution de l'univers allant jusqu'à 1 millième de milliardième de seconde, ce que l'on écrit 10 à 12 secondes, 10 puissance moins 12 secondes, formation des quarks et des électrons, puis des protons et des neutrons, puis des noyaux et enfin émission des premières radiations. Figure 2. Histoire temporelle et thermique de l'univers depuis le Big Bang. Du Big Bang à 10 à 12 s, l'histoire est imaginée d'après les données théoriques de la physique des particules aux très hautes énergies, partie sombre. Puis jusqu'à 300 000 ans, d'après des expériences réalisées dans les accélérateurs. Seule la dernière partie résulte d'observations directes de l'univers. L'extrême petitesse de ces particules comme celle des durées de leur transformation sera précisée dans le paragraphe suivant. Enfin, ce qui s'est passé avant et jusqu'au Big Bang a pu être déduit de calculs effectués par les physiciens et les mathématiciens, en utilisant les théories des particules à haute énergie. Cette figure comporte donc en réalité 3 parties. L'une est théorique, l'autre est expérimentale et la troisième seulement résulte véritablement d'observations. Mais retenons pour l'instant que l'histoire de notre univers, sans préjuger de ce qui s'est passé avant le Big Bang, fait intervenir au minimum 12 milliards d'années. Cette immensité des temps, comparée à la durée de la vie humaine, est évidemment aussi difficile à concevoir que l'immensité de l'espace. Nous verrons d'ailleurs plus loin que l'immensité de l'espace entraîne, ipso facto, l'immensité des temps. Cela résulte du fait que le temps et l'espace ne sont pas séparés, comme l'ont montré vers 1905 Einstein et Poincaré en découvrant les lois de la relativité restreinte. On devrait donc parler en toute rigueur d'espace-temps. Il peut paraître un peu étrange que, un siècle après, ce fait qui n'a évidemment que peu de conséquences pour la vie courante, mais qui est tout de même important pour la compréhension du monde dans lequel nous vivons, ne soit pas enseigné à tous, comme d'ailleurs bien d'autres avancées scientifiques qui seront détaillées par la suite et que la plupart d'entre nous ignorent. Ajoutons, pour préciser un peu plus cette description sommaire de l'univers, que certains scientifiques ont imaginé divers scénarios qui pourraient avoir eu lieu avant le Big Bang. On pourra s'en faire une idée, par exemple, en lisant l'article de Valérie Greffos publié récemment dans Science et Vie, avant le Big Bang. Résumons ces scénarios. Pour le cosmologiste Andrei Linde,
notre univers ne serait qu'une bulle d'espace-temps située parmi une multitude d'autres bulles qui se forment en permanence. L'idée la plus étonnante est que ces autres univers pourraient avoir des dimensions d'espace-temps différentes. 4 comme le nôtre, mais aussi davantage et jusqu'à 10, ce qui pose de multiples questions. À quoi ressemblent ces autres univers ? Andrei Linde explique que la distance entre eux est si grande qu'il y a très peu d'espoir d'en traverser la frontière. Et même si vous arriviez à le faire, vous mourriez instantanément, car les particules dont vous êtes fait n'existeraient pas dans cet univers d'une autre dimension. On peut aussi se demander ce qu'il y a dans les espaces situés entre ces bulles. La réponse peut paraître un peu déroutante, mais il n'y a rien du tout, sinon il faudrait dire que ces espaces sont aussi des bulles d'espace-temps. Nous aurons plus loin l'occasion de revenir sur ce fait, qu'il peut exister dans l'univers des régions où il n'y a rien, pas plus de matière ou d'énergie que de temps ou d'espace. Pour Stephen Hawking et Neil Turok, responsables des chaires de mathématiques et de physique mathématique de l'université de Cambridge, l'univers entier serait issu d'un objet primordial extrêmement compact, l'instanton. Précédant le Big Bang, il est évidemment bien difficile d'imaginer la fabuleuse densité de cet objet mesurant semble-t-il 10 à 30 cm et contenant toute l'énergie et ou la matière de l'univers actuel. À la question « Qu'y avait-il avant et en dehors de l'instanton ?», les auteurs répondent, comme pour le modèle précédent, qu'il n'y avait rien. Il n'y avait ni d'avant ni d'en dehors, c'est-à-dire ni de temps ni d'espace. Ajoutons que pour beaucoup d'astrophysiciens, et c'est le cas par exemple de Jérôme Martin de l'Observatoire de Meudon, l'instanton reste cependant un scénario particulièrement spéculatif. Pour Alessandra Buonanno et Thibaut Damour, physiciens de l'Institut des hautes études scientifiques, et Gabriele Veneziano, physicien du Laboratoire européen pour la physique des particules, il existait avant le Big Bang un univers primitif, infini, froid et ne contenant que de l'énergie sous forme d'ondes. Le gonflement soudain et rapide de cet univers, appelé inflation, aurait précédé le Big Bang, début de la phase d'expansion qui peut être comparée à la limite de 10 à 35s de la figure 2. Chacun de ces scénarios, dont la réalité ne pourra évidemment jamais être prouvée, ne ferait de toute façon qu'augmenter l'immensité de l'espace-temps associé à notre univers. Ainsi, considérant cette immensité de l'espace et des temps, encore plus grande que ce que l'on n'aurait jamais pu l'imaginer au cours des siècles précédents, il apparaît que les avancées les plus récentes de la science restreignent encore davantage que par le passé l'espoir de trouver un jour une explication de l'origine ultime de notre univers. Le champ reste donc libre, et cela nous invite à ne pas rejeter d'emblée l'idée de l'intervention d'une intelligence qui nous dépasse. La Terre, domaine des espaces et des temps très petits. Quand on examine les propriétés des atomes qui constituent la matière, on effectue dans l'espace et le temps un prodigieux saut quantitatif. L'immensité de l'espace est un fait dont nous n'avons pas toujours pleine conscience, mais que nous appréhendons malgré tout assez bien, parce que nous l'avons sous les yeux et que l'on peut facilement en faire de belles émissions télévisées. Par contre, l'infime petit, nous devrions d'ailleurs dire l'infime de plus en plus petit, est un fait dont nous n'avons guère conscience, tout simplement parce que nous ne le voyons pas. Mais nous allons découvrir que le nombre et l'agencement prodigieux des particules qui forment, ne serait-ce que l'insecte le plus insignifiant, est encore bien plus apte que l'univers entier à nous donner le vertige, sinon un sentiment qui se rapproche du divin. Et nous constaterons que bien d'autres scientifiques, et pas nécessairement croyants, éprouvent une telle exaltation en découvrant les mystères de la matière. Découvrons donc ensemble ces mystères. Le mot atome, qui signifie insécable en grec, a été introduit 5 siècles avant notre ère par les philosophes Leucippe et Démocrite qui enseignaient déjà que la matière est constituée d'éléments plus petits, invisibles à l'œil nu. Cependant, cette conception, purement métaphysique, ne reposait sur aucune preuve expérimentale. En fait, la constitution des atomes et leur représentation par des modèles sont des acquisitions très récentes de la science, puisque les premières bases sérieuses de la théorie atomique sont dues au chimiste John Dalton, 1766 à 1864. Par la suite et jusqu'à une époque assez récente, disons environ le milieu du siècle dernier, on a cru que ces atomes n'étaient constitués que par des particules plus petites, mais insécables, les protons et les neutrons formant le noyau, et les électrons qui gravitent autour de celui-ci à la manière des planètes autour de notre Soleil. En fait,
Cette conception planétaire de l'atome n'est pas exagérée si l'on considère les distances et les masses relatives du noyau et des électrons. En effet, le diamètre de l'atome est de l'ordre du 100 millionième de centimètre, 10 à 8 cm, celui du noyau de l'ordre du millième de milliardième de centimètre, 10 à 12 cm, et celui de l'électron non accessible, inférieur à 10-14 cm. Comme on le voit, le diamètre des orbites des électrons extérieurs est de l'ordre de 10 000 fois le diamètre du noyau, alors que le diamètre de l'orbite de Pluton, l'avant-dernière planète la plus éloignée, vaut 8500 diamètres solaires. Par contre, le Soleil ne possède que 10 planètes, alors que l'atome peut posséder plusieurs dizaines d'électrons. La sphère atomique, comme notre système solaire, est presque entièrement vide. L'on peut donc se demander comment les matériaux qui nous entourent peuvent être parfois d'une si grande dureté. L'hypothèse de cette structure simple de l'atome a été longtemps suffisante pour édifier les lois de la chimie, pour montrer par exemple que les atomes peuvent s'assembler en formant des molécules, comme celle de l'eau qui comporte 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Mais l'introduction de la mécanique quantique au début du siècle, par Max Planck, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli et Louis de Broglie, a permis à Niels Bohr de montrer que les électrons peuvent graviter sur différentes orbites correspondant à des niveaux énergétiques bien séparés, on dit aussi bien quantifiés. L'électron peut ainsi passer d'une orbite haute à une orbite basse ou réciproquement, en émettant ou en absorbant de l'énergie sous forme de photons, lequel est un grain de lumière ou une onde lumineuse. Ce modèle atomique à sauts énergétiques explique déjà beaucoup plus de faits expérimentaux, mais pas encore tous. Pour cela, il faut ajouter qu'il est impossible de situer exactement l'électron au voisinage de sa trajectoire, mais que l'on peut seulement connaître la probabilité de sa position. On a souvent utilisé le terme de nuage électronique pour qualifier cet ultime modèle, qui rend bien compte de toutes les propriétés expérimentales et théoriques de la physique moderne. Pour compléter ce modèle atomique, il reste à définir les forces fondamentales qui permettent d'assurer la cohésion des particules composantes. On imagine bien que les forces qui agissent à notre échelle, comme l'attraction mutuelle entre 2 masses que l'on appelle la gravitation, ou la force électromagnétique qui nous est bien connue grâce aux multiples applications de l'électricité et du magnétisme, y jouent un rôle. Mais il faut y ajouter les forces qui n'agissent qu'à très petite échelle, et qui sont la force nucléaire forte à laquelle on doit la cohésion du noyau, et la force nucléaire faible qui est responsable de la désintégration des éléments radioactifs. Ce n'est que très récemment, avec le développement des accélérateurs de particules, que l'on a pu montrer que les protons et les neutrons peuvent encore être séparés en particules plus petites, les quarks. En fait, les premiers accélérateurs ont été créés pour réaliser des transmutations d'atomes en introduisant par bombardement des protons ou des neutrons supplémentaires dans leur noyau. On a d'abord utilisé une accélération linéaire, et c'est ainsi qu'en 1919 Rutherford et ses collaborateurs ont réalisé, au laboratoire Cavendish de Cambridge, la première transmutation d'azote en oxygène en bombardant le premier atome par des noyaux d'hélium. Puis, en 1934, Lawrence et Livingstone au laboratoire de Berkeley ont imaginé des accélérateurs circulaires qui ont été construits ensuite un peu partout dans le monde. Ainsi, en fonction des puissances et des accélérations que l'on a voulu de plus en plus grandes, ont été construits, d'abord des cyclotrons comme celui du Centre d'énergie atomique, CEA de Saclay, puis des synchrocyclotrons comme celui de Berkeley, puis des synchrotrons comme l'ESFR, European Synchrotron Radiation Facility de Grenoble terminé en 1998 dans un anneau de 850 mètres de diamètre et enfin des collisionneurs. Ces derniers sont des anneaux dans lesquels les faisceaux de particules tournent en sens inverse, ce qui permet de doubler leur vitesse relative, et se croisent en des points privilégiés où l'on observe les collisions. C'est ainsi que, dès les années 50, ces accélérateurs ont permis de découvrir un nombre très grand de particules, auxquelles il a fallu donner des noms, et que l'on a dû classer dans de véritables annuaires. Par exemple, on a dû distinguer les fermions, simples particules élémentaires de matière, des bosons. Ces derniers, dont le nom est dérivé de celui du physicien Bose, sont les agents des interactions fondamentales. Ce sont, si l'on veut, les particules qui véhiculent les forces de cohésion. Le lepton est une particule élémentaire qui n'est sensible qu'à l'interaction électrofaible et à la gravitation. Le terme lepton provient du mot grec signifiant léger,
et se réfère à la faible masse du premier découvert et que nous connaissons tous, l'électron, qui est un lepton de charge -1. Le gluon est une particule d'interaction qui assure la cohésion des quarks qui restent englués à l'intérieur des protons et des neutrons, grâce à la force forte. Le terme hadron rassemble toutes les particules qui participent à toutes les interactions fondamentales. Eh bien, on sait maintenant reconstituer la multitude des autres particules élémentaires avec leurs interactions en utilisant seulement 6 quarks, 6 leptons et quelques bosons. Pour simplifier, disons que le quark, dont la dimension est de l'ordre de 3,10 à 13 cm, on se souvient que le diamètre de l'atome est de 10 à 8 cm, voire figure 1, est la particule la plus importante qui permet de reconstituer le proton et le neutron. Il existe 6 types de quarks, U, T, S, B et T, Up, Down, Strange, Bottom et Top, le dernier ayant été découvert en 1994. Le proton et le neutron sont composés de 3 quarks, U, D et DU respectivement. Pour Claude Détrat, directeur de la recherche au CERN de Genève, il ne fait aucun doute que le grand collisionneur d'hadrons en construction devrait permettre en 2007 la détermination de la masse du quark, journal du CNRS, 1999. On espère aussi, à l'aide de ces collisionneurs, dans les prochaines années, reconstituer de la matière aussi dense et chaude que dans l'univers au moment du Big Bang. Par exemple, on espère réaliser des collisions entre des noyaux d'hydrogène, un seul proton, et d'or, 197 protons et neutrons, avec le collisionneur d'ions lourds relativiste ou RHIC, Relativistic Heavy Ion Collider, dont la construction a été achevée en 1999 au laboratoire américain de Brookhaven à Long Island. Mukherjee Madhusri, dans un article intitulé Un Big Bang miniature, décrit le résultat attendu de ces expériences. La température atteinte lors de la collision à très grande vitesse, 1012 Kelvin, soit 100 millions de fois la température de la surface du Soleil, donnerait naissance à un nuage formé de quarks et de gluons, nuage dont le volume qui gonfle est de 10 millionièmes de milliardième de centimètre, 10 à 16 cm de côté après un temps d', environ 10 à 18 secondes. La possibilité de déterminer de si brèves durées peut paraître surprenante, mais découle simplement du fait qu'on l'a déduit de l'estimation des températures. On peut se référer à la figure 2 relative à l'histoire de l'univers, où celles-ci sont portées en degrés Kelvin. Le 0 Kelvin, 0 absolu, est égal à 270 degrés Celsius, sous les temps dans la partie gauche de la figure. Il est difficile d'imaginer l'extrême petitesse de ces temps et de ces distances, par rapport au temps et aux dimensions auxquelles nous sommes sensibles à notre échelle humaine, la seconde qui rythme les battements de notre cœur, le millimètre que notre œil peut encore apprécier. On imagine aussi la difficulté de mesurer les dimensions de ces particules, avec des instruments de mesure à notre échelle que nous sommes obligés d'utiliser. La disproportion est semblable à celle qui existe entre un ballon de football et notre Terre tout entière. Pourtant, la course aux constituants de plus en plus petits semble bien ne pas être encore terminée. En effet, les quarks et les électrons, dont les dimensions se situent, voire figure 1 autour de 10 à 12 cm, pourraient être eux-mêmes composés de particules encore plus petites. Nous verrons dans le paragraphe consacré à l'espace et au temps qu'une question essentielle, restée longtemps en suspens en physique, est celle de l'incompatibilité des deux grandes théories qui ont bouleversé la physique du siècle dernier, c'est-à-dire la relativité et la mécanique quantique. Albert Einstein, qui a recherché durant les 30 dernières années de sa vie une théorie unificatrice, l'a relaté ainsi à son ami Born, physicien danois. La mécanique quantique force le respect. Mais une voix intérieure me dit que ce n'est pas encore le nec plus ultra. La théorie nous apporte beaucoup de choses, mais elle nous rapproche à peine du secret du vieux. C'est évidemment Dieu que Einstein nommait ainsi avec familiarité. Ce n'est que vers les années 80, bien après la mort d'Einstein, qu'un certain nombre de physiciens ont imaginé la théorie des cordes, qui semble pouvoir unifier nos deux théories précédentes, mais oblige à introduire des éléments constitutifs encore plus petits que les électrons et les quarks, les cordes comme cela est représenté sur la figure 3. Ces dernières, sortes de minuscules brins de ficelle en vibration, auraient des dimensions voisines de la longueur de Planck, valeur limite au-delà de laquelle il n'est plus possible de faire une mesure. Cette dernière théorie permettrait de comprendre ce qui se passe au-delà du mur de Planck,
c'est-à-dire aux échelles de distance et de temps plus petites que 10 à 33 cm et 10 à 43 s, jusqu'alors inaccessibles du fait de l'incompatibilité des deux précédentes théories. Pour comprendre plus précisément l'existence de la limite dimensionnelle, on peut s'aider de l'image des poupées russes utilisée par Stephen Hawking dans son livre Une brève histoire du temps. De toute série de poupées russes, il y en a toujours une qui, étant la plus petite possible, n'en contient plus d'autres. Dans le domaine de la physique, cette dernière poupée s'appelle la longueur de Planck. L'investigation des distances encore plus courtes nécessiterait de disposer de particules aussi énergétiques que celles qui sont à l'intérieur des trous noirs. Il est certain que nous ne sommes pas prêts de construire les accélérateurs de particules géants qui permettraient d'étudier des distances si infimes. Ils devraient être plus grands que le système solaire, caractéristique malaisément conciliable avec les restrictions budgétaires actuelles. On comprend bien là qu'il s'agit d'une impossibilité d'investigation, et non de la preuve de l'inexistence de dimensions encore plus petites. Quant à la limite temporelle, elle découle tout naturellement de l'équivalence espace-temps dont nous discuterons plus loin. Bien qu'elle n'ait pas pu être encore prouvée expérimentalement, nous aurons l'occasion de préciser les implications théoriques relatives à l'espace-temps de cette théorie des cordes. Enfin, au-delà de ces structures déjà fabuleusement minuscules, certaines études théoriques révèlent des indices troublants obligeant à ne pas exclure que les cordes pourraient encore avoir une sous-structure. Comme nous pouvons le constater, ces avancées très récentes de la science ont surtout révélé la complexité insoupçonnée et véritablement fabuleuse de la structure de la matière, et fait apparaître l'idée que l'on pourrait bien ne jamais pouvoir expliquer correctement ce qui risque de toujours dépasser nos limites observationnelles. La théorie précédente des cordes, qui serait la plus complète des théories physiques envisageables, contenant toutes les autres sans s'appuyer sur aucune, a été appelée théorie ultime ou théorie du tout. Figure 3. CARACTERE fractale de la MATIERE. Toute matière est composée d'atomes qui sont faits d'électrons gravitant autour de noyaux, eux-mêmes constitués de protons de neutrons. Ces derniers se composent de particules encore plus petites, les quarks, qui seraient aussi constitués, comme les électrons, de particules de dimension ultime, les cordes. Mais ici se pose l'alternative de savoir si cette théorie pourrait permettre, soit de tout expliquer, c'est le point de vue de la philosophie réductionniste, soit de laisser place encore à une finalité cachée ou à des relations plus complexes encore entre les structures aux différentes échelles. Précisons que la philosophie réductionniste retient l'idée que même nos comportements les plus nobles, comme la joie, l'amour ou la compassion, résulteraient en fin de compte des vibrations de nos milliards de cordes, rythmées par les seules lois de la physique, qui elles-mêmes entraîneraient les quarks, puis les quarks les protons, puis les protons les atomes et ainsi de suite jusqu'aux réactions chimiques à l'intérieur de notre cerveau. C'est évidemment une vision austère des propriétés de tous les objets de l'univers. Et cette vision ne paraît pas très raisonnable en ce qui concerne la matière vivante en tout cas, si l'on considère en biologie les nombreuses interactions, par les neurotransmetteurs par exemple, qui ont été montrées entre les différents organes. Brian Greene, dans son livre L'univers élégant, conclut d'ailleurs que l'univers est si fabuleusement divers et complexe que percer à jour la théorie finale, telle qu'elle est décrite ici, il s'agit de la théorie des cordes, n'annoncerait en rien la fin des sciences. Bien au contraire. Cette théorie, ultime description de l'univers dans ses moindres détails microscopiques, serait indépendante de toute explication plus profonde. Elle fournirait les plus solides fondations pour bâtir notre compréhension de l'univers. Sa découverte marquerait un commencement, pas une fin. La théorie ultime apporterait une base ferme et cohérente, qui nous assurerait que notre univers est un lieu intelligible. Ainsi, cette théorie confirmerait la conviction empreinte d'une certaine religiosité d'Albert Einstein. Il est certain que la conviction, apparentée au sentiment religieux que le monde est rationnel ou au moins intelligible, est à la base de tout travail scientifique un peu élaboré. Ces perspectives n'étonneront évidemment pas les scientifiques, qui savent bien que toute nouvelle découverte entraîne généralement la mise à jour de nouvelles questions souvent nombreuses. Là encore, ces dernières découvertes accentuent encore le sentiment que le décryptage de notre univers est une tâche passionnante mais sans fin et restreignent encore davantage que par le passé l'espoir de trouver une explication autre que celle de l'intervention d'une intelligence qui nous dépassera toujours, comme ne l'exclut d'ailleurs pas Brian Greene,
peut-être nous faut-il accepter, après avoir atteint le niveau de compréhension le plus fondamental que la science puisse offrir, que certains aspects de l'univers restent tout de même inexpliqués. Peut-être nous faudra-t-il accepter que certaines de ces caractéristiques soient dues à un concours de circonstances, au hasard ou même à un choix divin. L'homme, domaine des espaces et des temps moyens. Il suffit d'examiner à nouveau la figure 1 pour constater que notre échelle humaine se situe en son milieu, à très peu près. En effet, depuis la longueur de Planck jusqu'à la longueur cosmologique, le rapport est de 1060, alors que notre échelle, disons, des millimètres au kilomètre, se situe entre 1032 et 1038. L'homme avec tout son monde visible, et qui lui est familier, est donc situé au centre de cet extraordinaire dispositif. On est évidemment bien loin des idées si souvent rabâchées, qui tentent de nous réduire à l'insignifiant. Non, l'homme n'est pas qu'un grain de sable sur la vaste plage cosmique. Vous et moi sommes chacun, un univers bien plus complexe encore que l'univers céleste, si nous nous examinons par la pensée à l'échelle de l'atome et encore bien plus à celle du quark ou de la corde. Si l'on totalise les atomes d'oxygène, de carbone, d'hydrogène, d'azote, de calcium et de phosphore qui forment le gros d'un corps humain, on trouve 5,027. Le nombre des cellules qui forment nos différents organes est quant à lui de quelques 100 milliards. Le nombre des gènes contenus dans nos 23 paires de chromosomes qui forment l'ADN, partie active de chaque noyau de ces cellules, est d'environ 30 000. Enfin, ces gènes, qui sont constitués par 4 bases, la guanine, la cytosine, l'adénine et la thymine, forment une sorte de mot très long écrit avec seulement 4 lettres, mais comportant 3 milliards de combinaisons possibles. L'énormité de ces chiffres est étonnante, mais ce qui l'est plus encore, c'est l'organisation et la synchronisation de tous ces éléments aux différentes échelles. Il paraît assez évident que l'homme n'aurait pas pu exister et son intelligence émerger sans la complexité sur laquelle il repose, qui est la superposition et l'interpénétration de structures d'échelles différentes s'étalant sur une gamme variant dans des rapports allant de 1 à 1030. On imagine mal un être constitué de structures s'étalant seulement du micron au centimètre. L'astrophysicien Laurent Notal, dans son livre La relativité dans tous ses états, explique bien cette interpénétration de structures d'échelles différentes qui peut être qualifiée de fractale. Dans les sciences de la vie, s'est fait jour une tendance à réduire la description des systèmes vivants à leur code génétique ou à leurs gènes. Or ceux-ci, en particulier les plus évolués, se caractérisent par l'emboîtement de nombreux stades d'organisation. Atomes, base du code génétique, ADN, chromosomes. Noyau, cellules. Tissus, organes, organismes. Il est possible d'envisager que tous ces niveaux coexistent, que chacun ait ses modes de fonctionnement propres, qu'aucun ne soit... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.